Bienvenue sur le podcast du Village des Naissances. Entreprendre en périnatalité, le podcast qui fait entendre les voix de celles qui accompagnent les familles et les bébés. Pour ce premier épisode, on reçoit Jasmine qui exerce ce métier tellement utile et tellement connu, le métier de sage-femme, un métier qui est aussi très mal connu et mal reconnu. Bref, un métier qu'on aime toutes découvrir et redécouvrir. Bonjour Jasmine. Bonjour Emmanuel. On est ravis de t'accueillir pour démarrer ce podcast. Alors pour commencer, je vais te demander de te présenter. D'accord. Alors, je m'appelle Jasmine et je suis sage-femme libérale en ce moment et je suis diplômée depuis 2018. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a mené à choisir ce métier ? C'est une très bonne question parce que j'étais pas du tout partie là-dessus après Déjà, j'ai fait un bac ES et après mon bac ES, comme j'avais eu une mention très bien, mes profs disaient qu'il fallait plutôt que j'aille en prépa et pas trop en fac et voilà. Donc tout bêtement, et comme je ne savais pas quoi faire, je suis partie en prépa littéraire. J'ai adoré, mais c'était pas... Enfin, j'ai adoré, c'était très dur moralement, mais ça m'intéressait bien, voilà. Mais voilà, tout le monde avait son école, Sciences Po, machin. Moi, je m'étais dit, je vais prendre Sciences Po pour avoir encore moins de choix, parce que je ne savais toujours pas. Donc, ça m'ouvrirait encore plus de portes. Et puis, au final, je me suis retrouvée à faire un petit stage par hasard. Ma maman est infirmière, mon papa kiné. Et ma grand-mère infirmière aussi. Et on a toujours dit dans la famille, mes frères et sœurs et moi, jamais on fera comme vous. On est tous les trois, c'est vrai, tous les trois. Mes frères et sœurs sont kinés et moi je me retrouve sage-femme. Et du coup, j'avais demandé à ma mère, encore en prépa, si je pouvais pas, elle pouvait pas m'avoir un petit stage, 1 ou 2 jours d'observation en salle d'accouchement. Ça a été un peu un enfer parce que j'ai vu une césarienne sur une dame obèse. Il y avait une réa du bébé, voilà. Et la sage-femme m'avait dit honnêtement, si je devais refaire, je ferais ostéo, ne fais pas ça et tout. Ah oui. Pas manqué, je ressors, je me dis, je veux être sage-femme. Je C'est sais vrai. pas pourquoi, il y avait eu un truc, il s'était passé un truc. Donc voilà, ce qui m'a donné envie, je ne sais pas, mais ça a été ça. Et là, t'avais quel âge ? Là, c'était juste l'année après le bac, donc 19 quoi. 19 ans. Donc une journée, un accouchement, plus ou moins traumatisant. Oui. Et là, tout d'un coup, tu te dis, c'est ça. Ouais, je pense que c'est là que j'ai senti que je serais le plus utile, quoi. Est-ce que tu étais vraiment surprise parce que tu as vécu cette journée-là ? Non, je crois que je suis allée sans attente particulière, vraiment en découverte et coup de cœur. C'est fou ça. Ouais, coup de cœur. Je pense même pour le côté adrénaline et un peu trauma. Ça m'a pas du tout trauma, mais c'était quand même impressionnant. Enfin, de voir une césarienne sur quelqu'un d'obèse, c'est pas simple. Puis là, voilà, le bébé qui allait pas bien et tout ça. Je pense que je me suis dit, il n'y a pas un endroit où je pourrais être le plus utile que là, quoi. Je pense que c'est le métier. Ouais, vraiment, je me dis, je pourrais pas être plus utile que là. Jamais. C'est impossible. C'était là un moment de la vie de la femme, du couple, du bébé, un moment où tout bascule, en fait, dans un sens comme dans l'autre. Nous, on est là pour que ça bascule bien. Complètement. Donc voilà. Donc ça, t'as 19 ans. Oui. Tu te dis finalement, c'est ça que je vais faire. Ouais. Donc comment ça se passe ? Tu changes d'études ? Oui, c'est ça. Et alors aussi, pour l'anecdote, je pense à ça. Avant de savoir quoi faire, j'avais toujours dit à mes parents, je veux faire l'humanitaire. Donc je pense qu'il y avait déjà un truc où je voulais être dans l'aide. Et mes parents n'arrêtent pas de me dire maintenant, c'est super comme projet, mais trouve-toi un métier. Et après, tu partiras en humanitaire avec ce métier. Je dis, mais non, je veux d'abord partir. Enfin, bref, donc il y a eu peut-être une base aussi de ce truc-là. J'ai fait des stages au Bénin aussi. Ouais, t'avais la fibre pour venir en aide. Voilà, je pense que ça, je savais que je voulais faire ça. Alors, dans ma tête, c'était bloqué l'humanitaire, mais en fait, j'ai trouvé une autre voie où je pouvais être très utile aussi. Mais oui. Donc après ça, ouais, je me suis réorientée. Alors, pas simple, parce que bac ES et prépa littéraire, c'était pas du tout... ça collait pas du tout. Donc du coup, je me suis renseignée pour passer en médecine en France. Et il y avait des prépas médecine où en fait, ils te faisaient repasser un bac S pendant 1 an. Puis après, t'intégrais du coup la PACES. Donc potentiellement 2 ans de PACES et 5 ans de sage-femme. Donc, c'est quoi la PACES ? La PACES, c'est la première année de médecine. D'accord. Commune aux dentistes, sages-femmes, médecins et pharmaciens. Ok. Et donc après, tu choisis ta spé, quoi. Okay. Il y avait très très peu de place en sage-femme. Le doyen de médecine était hyper fermé. Enfin, c'était vraiment... il
dénigrait complètement les bacs ES. Ah ouais, ES ou L encore pire, alors c'était pas possible. Donc ouais, c'était assez impressionnant de ce côté-là. Donc du coup, je me suis renseignée pour passer par la Belgique. D'accord. Et j'ai fait mes études en Belgique, du coup 5 ans d'études en Mais Belgique. c'est assez fou parce que tu dis qu'ils dénigraient les bacs éco et littéraires, alors que tu avais ton bac mention très bien. Oui, Donc potentiellement, si on est né sur les clichés, il oui. devait se dire c'est quelqu'un qui quand même... Oui, de bosseur, Bah de... ouais, Ouais, mais non. frein quoi. Ah Direct. ouais, c'était encore le culte du bac S, voilà. Du coup, tu pars en Belgique. Du coup, je pars en Belgique, Pour ouais. combien d'années? 5 ans. Ok. Donc une année commune, généraliste, et après 4 années spécialisées. Alors non, là-bas, t'as pas la PACES. Du coup, là-bas, tu passes pas par la première année de médecine. C'est aussi pour ça que beaucoup partent faire leurs études en Belgique. Moi, c'était plus pour le parcours d'avant qui collait pas trop. Mais ouais, là-bas, tu rentres directement dans l'école. Alors, c'est une histoire de tirage au sort et tout. C'est pas facile non plus, mais... Tirage au sort, c'est-à-dire que t'es pas sûre de rentrer? Non. Comment ça se passe? T'es pas sûr de rentrer, en fait, ils te disent à partir de 8h le 15 août, vous appelez. Donc là, tu te mets à 5 téléphones, il y avait mes parents, tout le monde appelait avec son téléphone. Ah ouais. Et en fait, du coup, t'appelles à partir de 7h30 et à, je sais pas, à 8h10, quelqu'un décroche pour te dire c'est complet. Oh, le stress. Ouais, sauf que là-bas, la chance que t'as, c'est que t'as des passerelles. Et ça, c'est super chouette parce que, par exemple, là-bas, la première année d'école d'infirmière et la première année d'école de sage-femme sont globalement communes. Et donc, en fait, moi, la première fois, j'ai pas été prise, donc je suis rentrée en infirmière. J'ai fait une année de tronc commun, du coup, sage-femme infirmière, mais dans la filière infirmière, donc avec des stages de gériatrie, enfin, la totale, mais bon, en même temps, t'apprends la base. Et j'ai rattrapé l'été les matières spécifiques à la périnatalité. Il y en avait 2, je crois, donc c'était vraiment très peu spécifique. Et j'ai du coup pu faire une passerelle. Je suis passée direct en 2e année de sage-femme là-bas. D'accord. Donc du coup, t'arrives en 2e année. Là, t'es dans l'école de sage-femme au bon endroit, Oui. là où tu veux être. Et comment ça se passe du coup en 2e année? Bah ça se passe bien. C'est en fait l'école de sage-femme, globalement, plus tu passes les années, plus ça se spécialise vraiment, plus tu rentres dans la pratique, etc. Donc 2e année, c'est vraiment les cours de patho chirurgical, patho médical. Tu fais des stages au bloc, mais pas bloc d'accouchement, en bloc, voilà, stage en médecine, t'apprends à non, pas suturer, pas des... Mais t'apprends vraiment tous les soins de plaie, les pansements, plus les soins infirmiers, et t'as quand même quelques stages en mater, mais peu, bloc d'accouchement un petit peu, mais voilà. Ce que j'ai bien quand même regretté de la Belgique, c'est qu'on pratique peu. D'accord. On est très... Il y a vraiment une hiérarchie qui est vraiment pas simple, et du coup, t'es vraiment la petite stagiaire, voilà. Donc moi, tous les étés, je faisais des stages en France pour pratiquer. Ce qui fait qu'il y a un gros décalage parce que tu te retrouves avec des filles qui sont en 2e année comme toi, mais en fait, elles sont en autonomie, elles gèrent tous les accouchements tranquilles. Toi, tu prends telle patiente, et toi, t'arrives. Donc, par contre, ça fait progresser. C'est incroyable. Donc, tu faisais des stages de ton propre chef? C'était pas des stages qui étaient dans le cursus? Non. Ouais, je demandais 1 mois de stage sur mes 2 mois de vacances pour... Voilà, et c'était top. Et en fait, pour être diplômée, il faut tant d'accouchements, il faut faire des actes en fait. Et du coup, ça me permettait aussi de remplir mes actes et de faire plein d'accouchements toute seule. Et ça fait progresser, de faire des sutures, enfin des trucs. En plus, en Belgique et en France, le rôle de la sage-femme n'est pas exactement le même. Alors, en Belgique, par exemple, là où tu as un peu plus de poids, c'est que. Enfin, de capacité, c'est que tu peux travailler en néonat. Alors qu'ici, c'est que les puères qui sont formés, voilà. Donc on a tout un cursus spécialisé sur la physio des prématurés. On a des stages en néonat, donc ça, trop intéressant, génial. Par contre, au niveau libéral, contraception, tout ça, elles font rien, quoi. D'accord. C'est vraiment que de l'accompagnement, de la prépa à l'accouchement. Elles font pas de gynéco, elles font pas de... Donc il y a quand même un petit décalage, ouais. Et donc, quand tu faisais des stages l'été ici, en France, tu pouvais, dès la 2e année, déjà avoir des accouchements que tu menais toute seule. Okay. Les premiers accouchements, souvent, tu les fais à 4 mains. Donc, mais c'est trop chouette quand même. Et puis, voilà, c'est vraiment, t'as tes mains, mais la sage-femme a ses mains par-dessus toi et on contrôle. Elle te montre aussi la pression un peu pour contrôler la sortie de la tête, enfin, tous ces trucs-là. Et très vite, en fait, au bout d'un moment, c'est à 4 mains, mais elle touche plus vraiment tes mains. Et puis, enfin, ça vient quand même vite, l'autonomie là-dessus. Est-ce que tu te souviens du premier accouchement forcément que tu as fait toute seule ou à 4 mains d'ailleurs?
Je ne crois pas. Je Enfin, ne crois même pas. Non, 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 j'ai plus des accouchements un peu marquants comme ça, mais pas de... Non, pas forcément du premier. Non, mais je me rappelle quand même un truc qui est, je pense, enfin, tout à fait normal, mais les premiers te mettent les frissons, voire même parfois un peu en fonction du couple et de l'attachement qui s'est créé pendant le travail, tout ça, un peu d'émotion et tout. Et puis en fait, plus les accouchements passent, ou les premiers accouchements où j'ai commencé à travailler en tant que sage-femme, je me souviens être vraiment dans le côté technique, le rush, et du coup d'être moins de perdre un peu ce truc là, quoi. L'émotion, tu veux dire? Ouais, donc je pense que soit ça se retrouve après, soit en fait on prend tellement l'habitude d'en faire plein que voilà, c'est trop chouette quand même, ça reste des beaux moments, mais la petite magie du début quand même, c'est dur d'être étudiante, mais il y a quand même ce truc que tu retrouveras plus après, quoi. Ou moins. Donc du coup, deuxième année... Je dis n'importe quoi, en fait, j'ai fait 4 ans de sage-femme, et en France c'est 5 parce qu'il y a la PACES. Ah ok. C'est pour ça. Je me disais 5e année. La troisième année, troisième, quatrième année, tu fais plus de stages en salle d'accouchement. Et là, tu commences à voir vraiment plus tout ce qui est pathologique. Les hémorragies, la délivrance, enfin, tout ce qui peut être pathologique. Les manœuvres. Ouais, voilà, Ok. les arythmies, donc les conduites à tenir en fonction de ci, de ça, les pathologies aussi de la grossesse, prééclampsie, cholestase, gravidique, enfin tout. Ok. Tout ça, donc très intéressant aussi. C'est tout quand même une autre phase de métier. Là, on voit, c'est là qu'on a aussi les cours de réa. Donc réa, on a des cours de réa maternelle et de réa du nouveau-né. D'accord. Et en Belgique, ils avaient aussi mis en place, je sais plus comment ça s'appelait, mais une espèce de cellule avec un mannequin qui parlait. Enfin, c'est la prof qui parlait, mais on avait tout. On était en situation où on pouvait du coup gérer. On était par deux. Et une espèce d'étude de cas, les autres regardaient, puis après on échangeait. C'était... Pour progresser, c'est top. Dans l'idée, voilà, assez intéressant. Voilà, elle dit j'ai mal là, puis là tu vois que ça commence à saigner. Le mannequin pouvait saigner. Enfin, bref, c'était un outil, ouais, vraiment sympa pour ça. Et puis après, quatrième année, bah, t'es censé être presque en autonomie, quoi. Donc, Est-ce qu'il vous prépare aussi à être en libéral, c'est-à-dire à faire... parce que finalement, il y a tout le côté médical, y compris post et prénatal, parce que j'imagine qu'ils vous préparent Enfin, qu'ils vous apprennent à faire les cours de prépa à l'accouchement. Oui, la rééducation. Non, même pas, non. Ah non. T'apprends plus ce que toi tu vas intégrer dans tes séances de prépa, donc la physiologie du bassin, la physiologie de l'accouchement, rétroversion du bassin, tout ça. Un peu la respiration, donc ça va dedans, mais après on te dit pas, voilà, les séances de prépa ça se passe comme ci, comme ça. Pareil pour le postpartum, on a peut-être une matière sur postpartum, sauf sur voilà, les pathologies du postpartum, ça c'est vraiment les pathologies obstétricales qui sont une matière particulière, mais et le bébé, pareil, pédiatrie, machin. Mais sinon, non, franchement, le libéral, surtout en France, où du coup, on a zéro formation gynéco en Belgique, tu te reformes. Okay. Presque de A à Z. Parce que du coup, ça veut dire que quand tu commences ton métier, souvent tu commences en mater, j'imagine, en tout cas. Ouais. Et après, vient le moment où tu te poses en libéral, si tu le souhaites, avec l'expérience de tout ce que tu as appris sur le terrain en maternité. Mais c'est quasi 2 métiers différents, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est que je pense que ce que tu apprends en maternité sur le terrain te développe le sens clinique. Donc, quand tu vas suivre des suites de grossesse, tel ou tel symptôme, tu vas pouvoir plus vite diagnostiquer des choses, je pense. Mais c'est tout à fait... Il y a des sages-femmes qui s'installent tout de suite en libéral. Hein. Ah oui. C'est possible aussi, c'est en fonction de ton choix. Mais... Wow. Mais ça veut dire qu'elles peuvent, elles peuvent avoir besoin d'une formation complémentaire pour se sentir à l'aise pour le coup. Ouais, ok. Et alors justement, toi, quand tu as eu ton diplôme, donc après tes 4 années là-bas, est-ce que tu t'es dit j'y vais maintenant ou j'ai besoin de quelque chose en plus avant de démarrer? Alors non, j'avais besoin de quelque chose. Je voulais pas tout de suite démarrer par la salle d'accouchement. Donc je suis passée un peu par la maternité, une mater à Paris qui était hyper bienveillante et tout. Et par contre, j'avais demandé vraiment dans mon contrat à avoir des gardes en salle d'accouchement. Je voulais aussi pour pratiquer et tout ça. Et puis c'est un endroit qui m'a pas du tout convenu. Enfin, c'était les gynécos qui réalisaient les accouchements. Et du coup, j'avais vraiment... la sage-femme suit tout le travail. Et puis, tu dois appeler le gynéco qui est plus ou moins resté chez lui.
mais qui est d'astreinte, D'accord. quand la femme accouche, quoi. Ok. Il y avait voilà, des épisiots à outrance, donc enfin, ça n'allait pas du tout. C'était contre mes valeurs, c'était pas possible. Donc pas du tout apprécié. Je me suis un peu frétée avec une gynéco, pareil. Donc cette hiérarchie, enfin moi ça m'a... Je pense que ça m'a bien cassé aussi dès le début, quoi. Au niveau confiance, je suis retombée à zéro. Après voilà, je suis repartie dans d'autres trucs et d'autres structures, mais pas dingue cette première expérience. Et quand tu dis j'étais dans une maternité et j'avais demandé à faire des gardes de nuit pour l'accouchement, c'est ça? Pour les accouchements? Ouais. Ça veut dire que quand tu faisais pas les gardes de nuit pour les accouchements, tu faisais le suivi T'es en suite de couche. ensuite de couche. Ok. Voilà. Il y a D'accord. plusieurs services quand t'es sage-femme. Tu peux être en haut salle d'accouchement, en suite de couche ou en service de grossesse à risque. D'accord. Et il y a aussi les urgences gynéco. Mais ça, souvent, c'est les... Enfin, moi, dans les hôpitaux où j'ai bossé, c'était quand on était en salle d'accouchement, on gérait aussi les urgences. D'accord, gynéco. ok. Et par exemple, tout le suivi mensuel, c'était pas du tout fait dans cette matière? Ça peut, mais ça c'est vraiment, oui, c'est un service aussi à part, c'est consultation de grossesse. D'accord. Oui, tu Ok. peux faire ton suivi là-bas, les échos. D'accord. Toi, t'en faisais pas. Là, t'étais vraiment dans le accouchement et suite de couche. Ouais, Ok. exactement. Donc, première expérience, ça a duré combien de temps, ça, cette expérience-là? Ça a duré 2 mois, D'accord. donc 2 mois d'été. Ok. Et après, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais? Enfin, qu'est-ce que tu t'es... Ouais, bah après en fait on avait décidé de partir à La Réunion pour voilà, découvrir, voyager et bosser là-bas aussi. Et donc là-bas j'ai trouvé une maternité de niveau 1. Donc, tu peux rappeler justement niveau Oui, 1, les niveau niveaux. 2. Alors, niveau 1, en fait, c'est en fonction de... En gros, dans un niveau 3, tu as les prises en charge des pathologies spécifiques de la grossesse. Si on a détecté, par exemple, à l'écho, une malformation ou autre, ça va tout de suite, la femme, elle va être orientée vers la matière de niveau 3. Et en niveau 1 et 2, c'est une différence dans les équipements de néonat. Ok. Plus ou moins de néonat. Alors, on est même en niveau 1, on est apte à réanimer un bébé, mais si après il y a besoin de plus de soins complémentaires, une hospitalisation en néonat ou autre, il va être réorienté vers un autre hôpital. Ok. Donc, niveau 1, pareil, super enrichissant, mais dur parce qu'en niveau 1, pour le coup, t'es tout seul. Enfin, t'es tout seul. Ah oui. Il y a moins de personnel, donc c'était très familial et sympa. Mais si tu as une réa bébé, le pédiatre il est pas là. Il faut l'appeler. Alors que voilà, donc il y a des côtés super, mais il y a des côtés, par exemple en niveau 3, tu as toujours un interne, il y a des internes partout. Donc voilà, dès que tu as besoin, t'appelles. Donc pas facile non plus pour commencer parce que tu es projeté dans un truc où tu te retrouves voilà, à faire des gestes pas simples et plus ou moins seul. Alors il y a l'aide de l'équipe, mais... Quand tu dis tout seul, c'est-à-dire qu'un accouchement, c'est toujours avec une sage-femme et une auxiliaire ou un? Oui. Vous êtes toujours au moins 2? Au moins, ok. ouais. D'accord. Mais ça reste effectivement pas énorme quand tu as besoin d'aide. C'est ça. Plus pour après, quand il y a voilà, quelque chose qui dégénère. Ok. Normalement, on est censé voilà, appeler le gynéco, l'anesthésiste ou le pédiatre en fonction de ce qu'il y a. Et voilà, s'ils sont pas sur place, c'est pas simple. Donc très anxiogène quand même ce début de carrière. Ouais. Donc là, du coup, tu as déjà fait 2 mois. En niveau 2, en clinique privée. Ouais. Tu vis à La Réunion avec ton chéri et vous êtes là pour un bout de temps ou... Un bout de temps, entre-temps je tombe enceinte et c'est surprise. D'accord. Donc du coup, on revoit un peu nos plans. Enfin, on était parti pour 1 an, en fait, je préfère accoucher voilà, auprès de mes proches et tout ça. Donc voilà, et là mon contrat se termine et du coup je cherche partout là où je peux trouver et je trouve en libéral un remplacement. Tu cherches quand t'es enceinte? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, j'étais plutôt en début de grossesse, donc je pense que ça m'a pas aidé aussi à prolonger mon contrat quand j'ai annoncé que j'étais enceinte. Et ça m'a bien aussi de découvrir autre chose, donc là j'étais projetée dans le monde du libéral. Et, au début sur des choses plutôt simples, vraiment rééducation. Non, je faisais même pas de rééduc. Prépa à l'accouchement, je faisais beaucoup de domicile, des suivis monitoring, suivi du rythme sur des personnes qui devaient être suivies à la maison. Donc plutôt grossesse, pas postpartum. Si, postpartum, pareil, beaucoup de domicile. Ok. Domicile, les retours à domicile dans le cadre du Prado. Et voilà. Donc là, t'es dans quelle région à ce moment-là? La Réunion toujours. Toujours le même endroit que là où tu étais pour l'hôpital. Donc c'est, j'allais dire même rythme, pas trop, mais... Complètement différent. C'était à l'hôpital, c'est des gardes de 12 heures. D'accord. Donc jour-nuit, nuit, jour. Enfin, voilà. 25 Noël à l'hôpital, Nouvel An à l'hôpital. Enfin, c'est très différent. Libéral, c'est des journées plus, je dirais pas type bureau, mais si, c'est
c'est toi qui mets tes limites, mais Mm. ça peut être 8h, 20h, ça peut être 8h, 16h. Est-ce que c'est plus confortable, le fait que tu sois enceinte, du coup? Est-ce que c'est plus confortable d'avoir cette expérience-là à ce moment-là? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, parce que là-bas, les patientes, elles habitent. C'était beaucoup pour accéder à leur maison, il fallait grimper, pas mal escarper le terrain, Ah oui. il faisait super chaud. Donc, et comme je faisais beaucoup de domiciles, Ouais. voilà, je contractais beaucoup, c'était Mm. pas du tout moins fatigant, non. Vu que j'étais toujours en cavale. Mais si j'étais au cabinet 24/24, je pense que ça aurait été autre chose. Mais Ok. pas forcément simple. Donc du coup, tu as cette expérience de libérale pendant quelques mois. Ouais, Ensuite, vous rentrez en France, c'est ça? ouais, Pour accoucher. ouais. Et est-ce que pendant ta grossesse, tu voyais ton métier de sage-femme différemment? Ça a changé quelque chose dans ta pratique? Pas tout de suite. Je pense que c'est plus après l'accouchement, après le postpartum, où j'ai pu prendre un peu de recul sur ma grossesse, le vécu de la grossesse. Sur le coup, j'étais vraiment dedans. Et Ok. comme c'était une surprise et qu'on était parti dans un truc où on va à fond randonner, je voulais surtout pas que ça me... Voilà, que ça Que ça interfère. change. Ah oui, c'était... Voilà, donc à 5 mois, on a fait le Piton des Neiges. Chose qu'après, je me dis, voilà, je m'en suis aussi un peu voulu. Je me dis, bon, c'était... Voilà, je me suis pas du tout écoutée pour me dire que, ok, on est jeune, on accepte, on est content, mais faut pas que ça nous change trop notre vie, quoi. Ouais. Tu t'es pas dit, genre, je vais profiter de ma grossesse, faire plein de trucs de grossesse, c'était pas dans Non, ta tête? mais comme j'étais sage-femme, je pense que ça m'a bien aidée quand même à rentrer dedans. On a fait de l'apto, et donc si j'avais quand même, voilà, j'aimais bien toucher mon ventre, etc. Mais il y avait des moments où, voilà, au contraire, moi, je pouvais me sentir enceinte. J'avais besoin de me prouver que, voilà, que je pouvais encore être hyper active. Pas malade, quoi. J'étais pas malade, j'étais pourtant très malade au début. mais voilà, ouais, c'était... Ok. Donc du coup, tu accouches en France. Est-ce Ouais. que tu choisis ta mater avec certains critères professionnels ou... Oui, beaucoup de critères professionnels, vu que ma mater sera à la maison. C'était un accouchement D'accord. à domicile. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert par mes études en Belgique. Il y avait des profs qui faisaient ça, et c'est plus répandu en Belgique. Il y a des maisons de naissance là-bas, beaucoup, et qui sont de vraies maisons de naissance. J'adore les maisons de naissance d'ici, hein. Mais qui sont vraiment des petits bâtiments à part, et qui sont pas liés à l'hôpital géographiquement, en fait, où il y a des sages-femmes qui se relaient, qui sont en binôme, et qui sont en compagnonnage pour se former. Enfin, c'est vraiment un truc, voilà. Et là, j'avais eu le coup de cœur pour ça aussi. Et j'avais fait un stage avec une sage-femme de Dole que j'admirais beaucoup. Et je m'étais dit, de toute façon, elle sera sûrement en retraite quand j'accoucherai. Et au final, comme ce petit bébé s'est présenté par surprise bien avant qu'il soit dans les plans, et ben, j'ai pu me faire suivre par elle. Elle faisait des accouchements à domicile et tout. Et donc, tu avais déjà fait des accouchements à domicile avec elle? Non, j'avais pas vu. À chaque fois, ça tombait juste après mon stage. Et t'en avais quand même fait à domicile? Non. Non, ok. Jamais vu à domicile, mais par contre, je suivais avec elle du coup tout le processus, la rencontre des couples. C'est une vraie prépa en amont, l'après. Donc j'avais eu déjà, et puis je savais, avec la Belgique, on n'a pas juste l'accouchement à domicile, c'est super, on a vraiment, moi j'avais eu le pourquoi en fait, qu'est-ce que ça a apporté aux femmes. Donc je me lançais là-dedans de manière très consciente, en sachant qu'on habitait à 50 mètres de l'hôpital, je pense. Donc il y avait ce truc-là, je pense, qui rassurait plutôt Simon, plus que moi. C'est ça. De se dire, ok, s'il y a le moindre souci, voilà. Et puis c'est plutôt rassurer l'entourage en fait, parce que toi tu savais que c'était ok. Mais du coup, je l'avais pas dit très peu à l'entourage. Et ça, on en avait parlé avec la sage-femme qui me suivait, du coup. Voilà, c'est pas toujours bien accueilli. Et déjà, je trouve que ça demande beaucoup de confiance en soi. C'est pas évident de... Et donc en fait, le moindre petit... Elle a peut-être appelé ça des petits cailloux, des petits grains de sel, je sais plus, qui viennent se mettre un peu dans la roue, ça peut faire perdre. Donc j'en avais parlé juste à mes proches, mes parents et mes beaux-parents, je crois, c'est tout. Ok. Mes frères et sœurs, très vraiment cellule très proche. Ouais. Du coup, tu accouches de ton bébé à domicile, avec cette sage-femme que tu respectes beaucoup en tout cas. Ouais. Voire que tu admires. Très attachée, ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça change? Évidemment, j'imagine ça change 1000 choses au niveau perso, parce qu'une naissance, on est d'accord, ça change 1000 choses. Mais au niveau pro,
Qu'est-ce que ça vient apporter? Alors déjà, je pense qu'après ça, j'ai essayé de casser un peu les idées reçues sur l'accouchement physio. Comme quoi, parce que moi j'avais lu aussi, j'avais bouquiné un peu, potassé des trucs là-dessus, et c'est vrai que sur les conseils de Jacqueline, ma sage-femme, mais c'était très quand même, au final, le cercle de feu, pendant l'expulsion, machin, mais très peu de. J'avais jamais entendu une femme dire ou exprimer dans un livre j'ai eu mal en fait. C'était voilà, je me suis sentie envahir par les contractions, et puis en fait, et il y en a beaucoup qui décrivaient à la fin pas de douleur parce que tellement les contractions t'envahissent, pas de douleur. Machin. Alors moi, je casse le mythe de ce truc-là en fait. C'est voilà, c'est une douleur, je pense, qui est inimaginable. C'est au-delà de ce qu'on peut espérer. Et des fois, les gens me demandent mais comment tu pourrais décrire cette douleur? Et bah, juste pour donner une idée, je dis, bah écoute, en fait, j'ai accouché à 6h du matin et à vers 21h, je suis tombée dans les pommes de ça m'envahit, et je contractais déjà depuis le début de la journée. Enfin, et à 21h, je tomberais d'une contraction m'envahit. Bon, j'étais très sujette au malaise vagal, mais. Et en fait, tout ça pour dire que le corps, il se met en route, et que tu finis par. Il faut un travail mental aussi, être dans l'acceptation de tout ça, mais. Il se met en route, et en fait, voilà, tu peux accoucher 10 heures plus tard, et en sachant que ça va aller crescendo, et ton corps, il gère. C'est trop bien fait. La nature est trop bien faite. Et d'où l'importance de la confiance que tu as en la sage-femme qui t'accompagne, encore plus à domicile. Ah ouais. Parce qu'effectivement, cette personne que forcément tu pourras jamais oublier ensuite, elle t'accompagne, elle te donne aussi la rassurance de dire c'est ok, tu vas pas mourir, je suis là. Parce que c'est ça aussi beaucoup qu'on entend chez les femmes, c'est là, je peux plus, quand c'est dans la phase de désespérance. Et cette personne est sans doute le pilier. Ah ouais, c'est une vraie ressource. Avec le papa, parce que pour le coup, c'est des accouchements souvent où ils sont là, quoi. Enfin, sans forcément passer par le toucher. Ça aussi, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les reportages d'accouchement physio. Voilà, où les couples sont bras dans les bras, enfin, main dans la main tout le temps, la tête. Pas toujours, en fait, des fois. Mais cette présence est plus nécessaire que jamais, quoi. C'est vraiment cette impression que. Attention, je pèse quand même un peu mes mots. Pas que tu accouches à deux, mais presque. Enfin. C'est super important quand tu l'as fait à deux, d'être avec la deuxième personne. Ouais. Et vraiment, la sage-femme reste dans un petit coin. Enfin, elle m'a guidée un tout petit peu, voilà, pour l'expulsion, me dire ok. Parce que ça a été un peu plus long l'expulsion, et du coup, c'était pas évident ce passage, mais voilà, elle essaye de te faire lâcher aussi. Elle m'a dit, je me rappelle, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui. Je sais pas, je veux qu'il sorte. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs. Mais super. Et donc, ce que ça a changé dans ma pratique, ce que j'en retiens déjà de cet accouchement, c'est pas tant. C'est que si les contractions se gèrent, l'expulsion, j'ai pas hyper bien vécu. Mais en fait, quand j'en retiens le positif de l'après, où tu passes 2 secondes sous ta douche, tu te mets dans ton lit avec ton bébé et ton mec, ça c'est incroyable. Vraiment, c'est. Il n'y a pas de comparatif avec un accouchement en maternité. Ah non, t'es pas branché de partout, t'es dans ton lit. Je me rappelle, Simon était allé chercher les croissants pour tout le monde. On était là dans notre petit cocon dans la chambre, la sage-femme qui remplit les trucs. Vraiment, du coup, ça a pris le dessus sur tout le reste, quoi. J'en garde quand même un super souvenir. Et ce que ça a changé dans ma pratique, c'est que je pense que dans l'accompagnement des projets physio, je me sens plus légitime, et j'ai des clés concrètes à donner, voilà. Alors c'est marrant parce que ces séances-là, c'est plus du mental, du coup, c'est plus qu'est-ce que j'imagine, plutôt visualiser une vague qu'une contraction, on fait des métaphores, et plus ça, je pense, l'accompagnement des accouchements. Est-ce que ça t'a donné envie de te former pour avoir comme tu dis, des clés supplémentaires, ou aller creuser certains sujets, pas forcément par rapport à l'accouchement à domicile d'ailleurs, mais le fait de passer par cette étape de la grossesse puis de l'accouchement, est-ce que tu t'es dit tiens, je pense par exemple à l'allaitement ou des choses comme ça qui sont complémentaires, que tu as vu forcément en école, mais... Alors l'allaitement pas spécialement, parce que ça a été, là pour le coup, comme je me suis très peu posé de questions, ça a été très fluide tout de suite. Et par contre ça a beaucoup changé dans ma pratique aussi, parce que là donc du coup je me suis pas sentie j'ai pas ressenti le besoin de refaire des formations, parce que j'ai eu l'impression que ça a tout à fait ça m'a formée dans l'intégralité, quoi. Et puis je suis passée par la mastite,
eu les T'as trucs. expérimenté quoi. J'ai expérimenté, donc les techniques de grand-mère, c'est bon, je pouvais les transmettre. Et puis les choses, voilà, les préjugés, pareil, ça marche pas, ça marche. Voilà, tout de suite, je me suis. Non, je pense qu'après, oui, dans ce que j'ai vécu, je me suis reformée dans des méthodes de rééducation du périnée particulières, en gymnastique abdominale hypopressive. Hypopressive. Ça, c'est vraiment une. Alors, c'est beaucoup les kinés qui se forment à ça, mais c'est ouvert aussi aux sages-femmes. C'est une méthode de rééducation plutôt abdominale, enfin abdomino-périnéale, et qui fonctionne sans examen. En fait, c'est vraiment. Ça va être des postures un peu de gainage sur lesquelles tu intègres une espèce d'apnée. D'accord. Tu rampes le ventre un peu. Et donc, en regainant la sangle abdo, tu remontes les organes, entre guillemets. C'est vraiment très imagé, mais... Okay. Et le périnée avec, c'est très efficace et c'est très complémentaire avec les méthodes manuelles. Donc ça m'a permis de me diversifier là-dedans. Et sinon, non, mes formations que j'ai faites, c'était plus par valeur et par envie voilà, spontanée que... Formation au Pilates aussi. Oui, Pilates, ouais. Pilates, oui. Ça c'était plus une demande que je ressentais par rapport aux femmes enceintes, surtout pour un deuxième, troisième bébé qui n'avaient pas forcément envie de refaire les séances classiques. Voilà, revoir tout le parcours. Donc ça diversifie, c'est pas mal et ça permet de rester en forme. Ouais. Et alors justement, tu dis ça diversifie. Et c'est là où la question vient, c'est la question de... Enfin, le métier de sage-femme, on le connaît souvent juste par le prisme de elle accouche, enfin, elle fait accoucher les femmes. Mais en fait, on voit bien que c'est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que tu peux nous dire dans ta pratique aujourd'hui de sage-femme libérale, la diversité de ton métier, c'est quoi ? Alors, déjà, au niveau âge, c'est très diversifié. On peut voir les jeunes filles à partir du moment souvent où elles sont réglées. Donc, pour celles qui sont réglées très tôt, on peut les voir très tôt. Enfin, parfois, voilà, à 9 ans, on voit juste pour expliquer les règles, comment le cycle se passe, en sachant que ça aussi, c'est vraiment beaucoup de remaniement que tu dois faire dans ta tête pour te dire, ok, j'ai une petite fille de 9 ans en fait, donc elle n'a pas eu encore le cours d'SVT sur les règles, donc il faut vraiment simplifier pour que, voilà, et puis pour aussi créer une relation de confiance. Ça rassure les parents aussi qui savent pas trop parfois par où commencer. T'en peur de dire des bêtises aussi ? Oui, exactement. Donc souvent c'est la démarche des parents et c'est vraiment une démarche intéressante. Après, on les voit à partir de 11-13 ans pour tout ce qui est vaccin papillomavirus. Donc pour les garçons aussi maintenant, on peut vacciner les garçons aussi. Et puis après, on peut suivre pour la contraception, le suivi, ça peut être pour des petites consultations ponctuelles, infection urinaire, mycose, IST, dépistage, on fait le dépistage des IST, on prescrit pour le couple, pareil, que ce soit l'homme ou la femme. On peut traiter maintenant les IST aussi, on peut traiter beaucoup de choses, beaucoup d'infections gynéco. On fait le dépistage des frottis à partir de 25 ans, donc ça c'est la consulte gynéco officielle à partir de 25 ans où on fait frottis, palpation, et puis on fait une consulte gynéco complète pour voir un petit peu si tout va bien de ce côté-là. Donc tous les ans, tous les 2 ans ? Le frottis 1 à 25, 1 à 26, après tous les 3 ans, jusqu'à 32 du coup, et après tous les 5 ans. D'accord. Et la consulte gynéco, on peut venir vous voir tous les ans à peu près ? Une consultation par an, c'est conseillé. Okay. Ouais. Du coup, en sachant qu'on ne fait pas forcément un examen intravaginal tous les ans. C'est au moins pour la palpation des seins ? Palpation des seins, on revoit si la contraception convient toujours, s'il y a un stérilet, on contrôle les fils. Donc là, on fait un examen tous les ans. On revoit s'il n'y a pas de soucis au niveau urinaire, digestif, au niveau du périnée, au niveau de la sexualité, s'il n'y a pas de douleur particulière. Voilà. C'est important, je sais que tu vas continuer après sur les femmes ensuite, mais c'est important de dire aussi ce que tu viens de dire sur le fait qu'il n'y ait pas forcément un examen gynéco à chaque fois qu'on va avoir une sage-femme, parce qu'on a quand même beaucoup cette idée que c'est pas parce qu'on va avoir une gynéco ou une sage-femme qu'on a forcément un toucher vaginal ou un examen vaginal, et ça rassure quand même beaucoup de patientes de se dire que c'est pas systématique et qu'on peut dire j'ai pas envie. Exactement, il y a aussi une question de consentement. Alors nous on essaye d'expliquer tout ce qu'on fait, chaque geste qu'on fait, et ça je le dis avant aussi, je vais tout expliquer. Si à n'importe quel moment on peut arrêter, par exemple pour une pause de stérilet, on peut faire des pauses. Je propose aussi souvent de mettre le spéculum elle-même,
Et parfois, ça dédramatise aussi, surtout que moi, je travaille avec la lampe frontale. Mm. Donc, au niveau dédramatisation, c'est top, parce que souvent, ça fait rire un peu. Mais du coup, c'est plein de petites choses qui permettent de relâcher la pression un peu avant, déjà en amont de la consulte gynéco. À savoir aussi qu'avant 25 ans, du coup, avant cette fameuse consultation officielle, on n'a pas à se faire examiner en fait non plus en intravaginal. C'est bon à savoir, je le redis aussi surtout aux jeunes filles que je vois, parce que je récupère beaucoup de patientes voilà, qui ont eu des examens qui n'avaient pas du tout lieu d'être. Alors on va être amené à en faire sur symptômes, ou si c'est sur demande de la patiente aussi. Des fois, on voit beaucoup de choses dermato, donc sur la vulve, donc on regarde, mais c'est vraiment pareil, toujours avec consentement, et voilà, est-ce que vous voulez qu'on regarde, est-ce que... C'est sur symptômes, mais c'est pas du tout systématique. Tout comme on n'est pas obligé de se déshabiller entièrement non plus. Enfin, ça aussi, j'en ai plein. Je dis, voilà, on se retrouve, je mets un petit plaid et tout ça, et puis je retrouve toute nue. Je dis, oh non, il n'y a pas, voilà, remettez le haut, on fait en 2 fois. Et c'est bien de le dire important. et de le redire. Parce qu'effectivement, il y a cette espèce d'injonction, on dit il faut que je le fasse. Mais oui. Alors que parfois, on ne nous l'a même pas demandé. Mais oui, exactement. Mais on est habitué par d'autres praticiens à le faire. C'est ça. Donc maintenant, je précise avant. On n'enlève que le bas, on va faire en 2 fois. Et puis. Et comme tu dis, tu mets le plaid. Donc ça veut dire que la personne n'est pas vulnérable visuellement. Et ça, c'est important aussi pour plein de gens. De se dire qu'on est recouverte, ça change parfois beaucoup de choses en fait. Je pense. Puis nous, en fait, c'est aussi c'est du temps que tu prends pour faire ça, mais c'est aussi du temps de gagner par rapport à l'introduction du spéculum, les gestes que tu vas faire après sur une patiente qui est plus détendue, ça change tout. Donc c'est bien de le dire encore et encore. Faut... je fais des petites piqûres de rappel. Et du coup, on suit les grossesses aussi. On peut suivre les grossesses jusqu'au 7e mois inclus. Donc, consultation de suivi de grossesse plus ou moins médicale. Alors, au bout d'un moment, on se connaît quand même bien. Donc, on finit toujours par quand même suivre aussi le côté moral, etc. Mais voilà. Et puis, on peut faire la préparation à l'accouchement aussi. Donc, de ces mêmes patientes ou pas. Il y a des patientes qui viennent que pour la préparation à l'accouchement. Et ensuite, on voit les patientes à domicile aussi. Dans le cadre du Prado ? Ouais, dans le cadre du Prado, le retour à domicile. On fait le premier mois, on suit un petit peu le bébé en relation ici avec le médecin. Donc les médecins, on les voit souvent à J15 ou un mois. Nous, on les voit à la 3e semaine. Et après, on se revoit 6 à 8 semaines après pour la rééducation du périnée et la visite postnatale où on refait le point un peu sur le vécu post-accouchement. On remet en place plus ou moins une contraception. Les femmes peuvent aussi vous contacter si par exemple après un accouchement il y a des douleurs de cicatrices, s'il y a des douleurs quelles qu'elles soient, s'il y a des problèmes aussi au niveau des seins, allaitement ou pas d'ailleurs, mais tout à l'heure on parlait de mastite, toutes ces choses qui peuvent arriver de façon assez fréquente et qu'on connaît pas. Urgences en fait, exactement. Oui, tout ça c'est aussi de nos compétences et on n'est pas obligé d'avoir suivi une patiente pour qu'elle prenne rendez-vous parce que ça va pas post-accouchement. Okay. Et là, le truc super, c'est que la CPAM a mis en place maintenant des séances postnatales. Alors, on fait toujours un entretien prénatal précoce avant les séances de prépa à l'accouchement pour cibler un peu le contexte de la grossesse, le couple. Ça nous permet des fois de mettre en évidence des choses qu'il fallait mettre en évidence, pas simples dans les contextes des fois de violence, ou des histoires compliquées, je sais pas, de la patiente avec sa maman, enfin des trucs qui pourraient impacter dans la grossesse. Et maintenant, la sécurité sociale a mis en place l'entretien postnatal précoce entre 4 et 6 semaines. Donc en fait, c'est souvent cette période-là aussi où nous, on est amené à, entre guillemets, lâcher un peu les femmes. On se voit plus entre la pesée de la 3e semaine et les séances de réduction du périnée. Donc hyper intéressant parce que c'est là aussi qu'il peut se passer plein de choses, que les dépressions du postpartum peuvent... Donc voilà, ça évolue en bien quand même tout ça. Et tout à l'heure tu disais que tu suis aussi des femmes donc, depuis 9 ans et jusqu'à... J'ai eu des patientes de 85 ans, ouais. Là c'est clairement orienté sur la rééducation périnéale. Hyper intéressant aussi, enfin, moi je trouve ça hyper intéressant et on n'utilise pas forcément les mêmes méthodes de rééducation en fonction des patientes, mais
Mais oui, c'est quelque chose qui peut se faire. Et pareil, le tabou commence à se lever sur le périnée, en fait. Et souvent, c'est voilà, la petite dame de 75 ans qui vient, puis elle en parle aux copines. Et en fait, j'ai toutes les copines après. Parce que oui, en fait, il y en a qui vivent avec des fuites urinaires ou autres, ou des descentes d'organes depuis, je sais pas, 10, 15 ans. Mais qui pensent que c'est normal, parce qu'à partir d'un certain âge, c'est normal. Mais... Oui, elles se disent ça se relâche et j'ai rien à faire parce que c'est la fatalité, quoi. Ouais, exactement. Alors que non. Alors que non. Disons-le. Alors que non. Oui, c'est ça, faut le dire. Pas du tout. Et je dis souvent, le périnée, dans le périnée, il y a quasi rien d'irrémédiable. Enfin, la grosse descente d'organes, voilà, il faudra intervenir au niveau chirurgical, mais on peut très souvent... quand on a un suivi gynéco régulier, moi, c'est une question que je pose tout le temps. Comment elles ressentent leur périnée, et du coup, on peut très vite prendre en charge... voilà. Faut pas laisser traîner, quoi. Non, c'est ça. Et aussi pour la ménopause, tu suis aussi les femmes pour leur ménopause? Okay. Un petit peu. Alors, la ménopause, on suit plus, une fois qu'elles sont ménopausées, on les suit quand même une fois par an pour la consul gynéco. Et on peut mettre en place, on n'a pas encore trop le droit de mettre en place sur les traitements et tout ça, mais par contre, on peut mettre en place plus tout ce qui est phytothérapie pour gérer les bouffées de chaleur, ou orienter, parce qu'on travaille quand même beaucoup en réseau. Pour avoir un suivi qualitatif, ostéo, kiné, nutritionniste, et du coup, par voie, voilà, réorienter, acupuncture, vers des choses comme ça. Ok. Et alors, j'ai d'autres questions par rapport à tout ce que tu fais en dehors de tout ce qui touche à la grossesse et à l'accouchement. Par exemple, une jeune fille, une adolescente qui a des règles hémorragiques ou très douloureuses, elle peut aussi venir voir une sage-femme pour ça? Exactement. Oui, ça peut être des problèmes de cycle. Ouais. Et tout ce qui est sexo, par exemple, une jeune fille qui commence à avoir des rapports sexuels, elle peut venir te voir aussi pour ça, pour poser des questions, pour dire que c'est compliqué, ou pour du vaginisme ou des choses comme ça. Exactement. D'ailleurs, ça, il y en a beaucoup qui viennent quand elles ont du vaginisme, mais quand je les vois avant, par exemple, quand c'est la maman qui, sur initiative de la maman qui l'amène pour, voilà, première consul, pourquoi pas contraception, c'est pas encore le moment, mais les mamans savent pas trop souvent. Je le redis toujours, on peut se voir quand il y aura le premier rapport, après, pour en rediscuter, que ça se passe bien ou mal, on peut se voir juste pour discuter aussi. Parce qu'il y a souvent l'image de sage-femme que le médical, quoi. Il faut venir consulter pour quelque chose en particulier. Donc, et du coup, j'en ai qui viennent pour rediscuter. Alors, c'est quand il y a des trucs pas très bien vécus souvent, mais du coup, c'est super parce que ça permet de pas laisser traîner ça, de redonner les bonnes infos, de recontextualiser aussi. Ok. Donc, ça fait quand même plein de choses, plein de raisons de consulter une sage-femme. Ah oui. Parce que finalement, ça peut être une femme de tout âge, un homme, si c'est un papa, par exemple. En couple, plutôt. Poser des questions, plutôt. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, mais pas... ouais. Et les papas, on peut les vacciner aussi pendant la grossesse. D'accord. Ce champ d'action. Donc finalement, ton métier, c'est tellement vaste que c'est assez fou, mais est-ce qu'il correspond aujourd'hui à l'image que tu t'en faisais le jour où tu t'es dit, avec cette césarienne que tu as vue la première fois, est-ce que ça correspond à peu près? Tu te dis... Je crois que ça correspond au fait que je me disais que je ne serais pas plus utile à un autre endroit, ça colle. Par contre, je me voyais en salle d'accouchement, parce que je pense que dans la tête de tout le monde, et moi la première, sage-femme, c'était faire naître des bébés. Et en fait, j'en ai retiré tellement plus, c'est très différent, mais j'en retire beaucoup en libéral aussi. C'est un suivi qui est plus long, du coup, qu'on peut adapter et choisir aussi en fonction de mettre des créneaux plus ou moins longs, prendre le temps avec ses patientes, les couples, gérer. Il y a moins le côté anxiogène de la salle d'accouchement. C'est très riche, quoi. On ne peut pas se lasser. Il y a tellement de formations différentes que... c'est comme ça aussi que je choisis mes formations, en fonction de ce que je rencontre dans mon quotidien, et je me dis ça, vraiment, j'en ai vu beaucoup, je commence à être perdue. Oui, donc du coup, finalement, ça correspond bien à ton désir d'aider. Oui. Parce que contrairement à une maternité ou à un accouchement, tu peux prendre le temps. T'as pas de contraintes, ni de l'urgence de la patiente qui est en train d'accoucher, ni de la maternité qui doit avoir des contraintes X ou Y. C'est ça. C'est un suivi très global. Et donc, je trouve où on crée... la salle d'accouchement, on crée aussi des trucs de fou, mais c'est tellement bref, quoi. Et c'est voir ça en est un peu frustrant, quoi. Là, on crée, c'est sûr, des liens. On devient un espèce de pilier aussi du couple dans tout l'accompagnement. Et donc,
c'est assez fort. Et puis il y a un truc très frustrant, je trouve, c'est que tu l'as certainement vécu toi aussi en tant que maman quand tu as accouché. Les femmes et les hommes, ils se souviendront toujours des sages-femmes qui les ont accompagnées pendant l'accouchement. Mais évidemment, l'inverse, c'est pas possible parce que ce serait juste dingue. C'est vrai. Mais moi, je sais que je connais encore les prénoms de ces femmes et de ces hommes qui m'ont accouchée, si on peut dire ça comme ça. On dit. Oui. Mais en fait, c'est hyper frustrant. Et pour vous, de vous dire, je l'accompagne dans ce moment incroyable et après, c'est fini. Et pour nous, parce qu'on aimerait que nous dire regarde. Réciproque. Après, quand il y a vraiment, il y a des situations qui nous marquent plus que d'autres, et souvent quand même c'est réciproque. On en a nous aussi en tête, voilà, des accouchements particuliers, des suivis de couples particuliers, forcément. Donc quand même des fois c'est réciproque. Peut-être qu'on peut dire aussi, par rapport à tout ce que tu as dit, qui est quand même super positif sur ton métier, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien avoir changé aujourd'hui dans la pratique ou dans la formation des sages-femmes? Alors, oui, ça c'est sûr. Moi, je pense tout de suite à mes années d'études en tant qu'étudiante que j'ai vraiment pas bien vécu du tout, et je sais que je ne suis pas la seule du tout. Ça a été vraiment hyper dur. Je pense que ça m'a complètement détruite. Alors, heureusement que j'avais ce côté passion depuis quasi le début où j'ai eu ce petit coup de cœur, mais faut vraiment s'accrocher. C'est quasi de la maltraitance, il y a du harcèlement. C'est... De la part de la hiérarchie, tu disais? De la part des autres sages-femmes. Là, il y a ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est pas bête, parce que moi, quand je suis sortie des études et que je me suis retrouvée sage-femme à part entière, j'ai retrouvé ce truc un peu maltraitant de la part, de certains anesthésistes, de certains gynécologues. Voilà. Alors, il y en a bienveillants, et voilà, et il y en a, voilà, il y a vraiment ce truc de hiérarchie qui est... qui est ressenti dans tout, quoi, dans le regard qu'on va te porter sur toi, dans comment on va te parler, le ton, tout, c'est très dur. Moi, j'ai trouvé ça hyper dur. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu ce coup de cœur pour le libéral, où voilà, tout est un peu différent. Donc ça, pour moi, c'est à changer, et je trouve que ça change. Là, j'ai des copines actuellement en médecine et qui sont très intéressées par la gynéco, tout ça, et je vois qu'on travaille en binôme, quoi. On travaille main dans la main, et pas toi t'es mon hiérarchique, ou voilà, c'est vraiment voilà, toi qu'est-ce que tu penses de ça. Et je l'ai retrouvé aussi plus dans les matières de niveau 3. Pour le coup, comme il y avait beaucoup d'internes qui étaient plus jeunes, et voilà, il y a des gynécos plus vieux qui sont certainement super, mais voilà, ça c'est sûr que c'est à changer, et je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Plus de solidarité dans les équipes, quoi. Oui, parce qu'on a autant, nous on a besoin des gynécos quand ça part voilà, en live ou autre, on a besoin d'avis, de conduite à tenir, de protocoles, et eux, je pense qu'ils ont besoin aussi de nous pour tout le reste, en fait. Donc tout le monde a tout intérêt à faire ça. Donc ça, gros point à changer. La bienveillance avec l'accompagnement des étudiants, énormissime point à changer pour moi, parce que c'est vraiment, ça en a détruit mais plus d'une, mais c'est au bord de la plainte, quoi. C'est des moments où tu te dis donc vraiment hyper dur. Ce que j'aimerais voir changer, ce que tu aimerais voir évoluer dans ta pratique, peut-être. Alors je soutiens là plus mes collègues hospitalières dans le combat pour plus de reconnaissance et l'augmentation des salaires. Après, pour l'instant, moi, comme j'en retire tellement de positifs de ma pratique en libéral, je n'ai pas trop ce besoin de me dire voilà, j'aimerais être augmentée, parce que ce que j'en retire moi au quotidien, ça me fait pas dire pour tout ça, faudrait quand même qu'on soit augmenté. Mais par contre, plus dans le côté, je suis admirative et de tout cœur avec toutes mes collègues qui sont encore à l'hôpital, quoi. Et on l'est toutes, voilà. Bon, il y a des choses quand même pas simples en libéral non plus, problématiques. Je vais peut-être répondre à problématique du coup. Ça, c'est pas facile. Le fait que tu sois seule déjà, même si tu travailles en collab avec une ou deux personnes, on échange, donc ça c'est déjà chouette, mais t'es quand même seule avec... ça peut être une urgence, ça peut être un cas compliqué, et je trouve que ce qui est le plus dur... physiquement ça va, parce que quand tu découvres diagnostiquer quelque chose, on peut très vite réorienter. Donc ça, même si c'est des choses... plus ou moins grave, où je trouve que voilà, le côté médical, et puis avec internet on a quand même des moyens de se reformer tout le temps, et après c'est où tu mets ta barre de la rigueur du travail, mais donc je trouve que voilà, ça va. Ce qui est plus compliqué, je pense, en libéral, c'est et que tu as moins en hospitalier, c'est les femmes qui vont
quand tu vas creuser justement un entretien prénatal, et là tu découvres voilà, des violences conjugales, ou un bébé qui est décédé récemment. Enfin voilà, tout ça c'est un peu lourd quoi. C'est un peu lourd, des fois c'est des soucis de l'inceste. Faut prendre tout ça sur ses épaules quoi. C'est ça. Donc, et t'es pas forcément formée pour ça, non. Pour ça. Non. Et t'as pas non plus forcément toi d'endroit où décharger tout ça. Non. C'est le soir à la maison que ça décharge. Mais ce qui n'est pas très sain. Enfin, ce qui n'est pas très sain. Ça me fait pas décharger en colère, voilà, mais j'ai besoin de raconter, c'est sûr. Mais voilà, c'est pas simple non plus pour l'entourage qui reçoit ça. Voilà, des problèmes d'inceste et... Parce que voilà, on va dans le détail. Enfin, la patiente, quand elle lâche, et c'est une super victoire pour moi quand ça lâche. Mais et puis quand ça touche particulièrement des trucs, voilà, quand t'as des enfants, déjà tout est plus, tout est plus sensible. Mais sinon, c'est des trucs pas forcément faciles à encaisser. Donc, ça serait chouette de pouvoir imaginer qu'il y a un accompagnement aussi pour que vous, sage-femme, vous puissiez avoir de l'espace pour questionner. Et pour juste déposer en fait tout ça quoi. Ce serait intéressant ça en libéral où là t'es un peu plus isolée forcément. Est-ce que, si je peux poser une dernière question, aujourd'hui t'as 2 petits garçons, trop chou d'ailleurs, s'ils te disent demain, enfin pas demain, dans quelques années, j'aimerais bien être sage-femme comme toi maman, qu'est-ce que tu leur dirais? Trop, tu vois ça me met les frissons, ce serait trop dingue. Ah moi je leur dirais à 3000%, bah oui parce que c'est tellement enfin bon après... tout le monde ne le vit pas comme ça. Moi, c'est un métier de cœur, quoi. Enfin, donc, ce serait génial. Je leur dirais, mais fonce à 3000%. Et mais quand bien même, il se passe des choses pas cool à l'hôpital, ou même en libéral, des fois, c'est... Voilà, il y a des collègues qui sont la tête sous l'eau, et c'est sûr, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Il y a des problématiques aussi dans les deux, mais... Ah non, fonce, parce que voilà, c'est aussi des choix que tu fais qui vont permettre de gérer ton boulot comme tu veux. Et il faut se mettre ses limites perso après, ça c'est sûr, pour pas couler en libéral comme à l'hôpital, ça c'est sûr, pour pas se finir en burn-out. Mais à partir de ce moment-là, je pense que c'est hyper épanouissant quoi. Trop bien, merci beaucoup Jasmine d'avoir avec plaisir raconté la face cachée des sages-femmes. Ouais, c'est toujours un plaisir. Un grand merci à Jasmine de nous avoir fait découvrir son parcours de sage-femme. On espère que vous avez apprécié cette première écoute, ce premier épisode, une plongée dans le cœur du métier de sage-femme. Et on vous dit à très vite pour en savoir toujours un peu plus sur la magie d'entreprendre en périnatalité.